Un philosophe grec... Ça commence très haut, mais rassurez-vous, on descend très vite. Hein, C'est bien, c'est que maintenant tu préviens en plus. Est-ce utile? Un philosophe grec dont je tairai le nom parce que je l'ai oublié a dit avant moi, car moi je ne fais que recopier, hein, comme dit Bazar-Henri Lévy, il me dit ça, tu es le Jean Roucas de la philosophie. J'aime beaucoup BHV. Probablement parce que je n'ai pas lu ses tracts reliés, mais ça fait 15 ans que je le vois avec la même chemise blanche et 2 boutons ouverts négligemment sur une pilosité qui me troublerait si j'étais Gwyn. Toujours la même chemise, à croire qu'au bois de Boulogne, il enfile les machines à laver. Hein. Mais il doit mettre sur 5 parce qu'il a toujours les cheveux secs. Qu'est-ce que je disais-il, Quates? Ah oui, oui. Un philosophe grec disait, je cite, et là je suis sérieux, il s'agit, je crois, d'Héraclite, qui a 10 poils à la bite, c'est amusant, ça. Alors, une fois que j'essaye d'être culturel, c'est fin, ça. Merci, madame. Donc, ce philosophe grec a dit, la majorité est mauvaise pour l'homme. Bien que les Grecs aient inventé la démocratie, il a dit, la majorité, je répète, est mauvaise pour l'homme. Autrement dit, la foule est un con. Vous allez me dire, bon, mais la foule, c'est à partir de quel chiffre? Je réponds, à partir de 301. Le studio 105, ne contenant que 300 personnes, on a eu chaud. Ah merde, il y en a 2 sur les marches. Ah non, c'est non. Remercions France Inter, la radio qui a des seins entre les oreilles. C'est en effet sur France Inter que s'expriment les femmes les plus intelligentes et les plus belles. C'est vrai, depuis qu'Ève Ruggieri est partie sur Antenne 2 pour nous raconter le destin des princes, rois et princesses à qui on devrait imposer l'euthanasie obligatoire. Hélas, le luxe étalé par les fainéants couronnés, ça plaît à la foule, mais attention à la foule, car la foule est merde. La vache, j'aurais dû être médecin, j'arrive pas à me relire. La foule est perverse, ça y est. Et il arrive un jour où elle en a marre de se faire niquer. Car comme dit un proverbe grec, qui trop encule, mal au trou. Ah non mais c'est les Grecs, ça. Oui. Non mais ça c'est les Grecs. Les enfants ont bien fait d'aller chez Disney ce matin. Hein. Non mais ça c'est les Grecs, ça c'est vrai, hein. C'est les Grecs. Patrick, contenez-vous. Roucas n'aurait pas osé. Non. C'est pour ça. Pourquoi la grande foule est-elle con? Pourquoi, par exemple, 20 000 fanatiques agitent leurs briquets dans un stade face à une chanteuse qui ne fume pas? On va être con, hein. Pourquoi, lorsqu'Hitler a dit aux Allemands « Voulez-vous du beurre ou des canons ?», la foule a-t-elle répondu « Des canons !» Sachant très bien qu'il est impossible, même pour un estomac éprouvé, d'avaler un canon étalé sur une tartine. Faut être con, hein. Absurde ce que je dis, vous allez me dire absurde, absurde, absurde. Mais, entre nous, l'absurde n'est-il pas l'expression comique du réel? Vous êtes toujours sur France Inter, hein. C'est pas France Culture, c'est France Inter. Les sociologues m'ont souvent demandé pourquoi la plupart des gens étaient attirés par la foule. Je leur ai répondu, si personne n'était attiré par la foule, y aurait-il une foule? Bon. On va retourner sur RTL. Alors la foule, on va la retrouver aujourd'hui à Euro Disneyland, gigantesque parc d'attrape-cons. Où les parents émus coifferont les oreilles de Mickey pour montrer à leurs enfants que personne n'est parfait. J'avoue que j'ai bien envie d'aller, moi aussi, retrouver le monde merveilleux de mon enfant.
Le monde merveilleux de mon enfance. Et d'aller trouver Blanche-Neige pour faire un lancer de nains. J'aimerais aller à Euro Disneyland, bien sûr, mais une question m'angoisse. Peut-on emballer facile? Parce que dans la foule de la plage ou des sports d'hiver ou même dans les musées, on emballe fastoche. Mais à Disneyland, qui se cache sous la fourrure du grand méchant loup? Dorothée ou Jack Lang? Vu la dentition, ça peut être Jack Lang, mais vu la démarche, c'est peut-être Dorothée. Comment savoir? Faut lui mettre la main au cul. Raf! Si le grand méchant loup se retourne avec un grand sourire, c'est pas Dorothée. On a la totale ce matin. Vous allez me dire, on ne va pas à Disneyland pour chasser la grosse, mais pour y retrouver le monde merveilleux. Et vous aurez raison. Oui, vous aurez 1000 fois raison, peuple. Donc j'étais à 2 doigts de mettre le 3e. Qu'est-ce que je... Non, excusez-moi, alors là... Oh là 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 là. Mais quelle est la connasse qui a recopié mon texte? Eh, Jacqueline, non, enfin, merde. J'étais à 2 doigts de prendre un billet d'entrée quand j'ai acheté VSD ce matin. Oui, acheté, le voilà. Hein. Anne en a parlé tout à l'heure, avec 3 adultes en couverture, coiffés par les oreilles de Mickey, et juste en dessous, leurs 3 enfants. Que voit-on? Les enfants arborent un sourire commandé par le photographe. Les adultes sourient au monde merveilleux. Serait-ce un signe? Les adultes sourient davantage. L'avenir nous le dira. Mais que vois-je, page 50 et 51? Jean-Pierre Foucault. Eh ben voilà, il n'y a pas que le monde merveilleux de notre enfance. Il y a aussi l'empire crétinisant de la télévision. Moi, cet après-midi, pour 225 balles, je vais aux putes. Avec Anne Roumanoff, Patrick Fonte, Jacques Ramade, Pascal Brunner Et Laurent Ruquier. Jacques Chirac l'a rencontré, pas Giscard. Anne Sinclair a voulu le voir, Mitterrand ne l'a pas reçu. Bérégovoy a tenté 6 fois de le rencontrer. C'est Guillaume Durand qui finalement a pu lui parler. Qui ça? Boris Eltsine, bien sûr. Patrick Fonte, vous l'avez rencontré, vous, Boris Eltsine? Non. Par contre, j'ai rencontré Brigitte Bardot, oui, qui défend toujours les espèces en voie de disparition et qu'on verra donc le 15 septembre à la fête de l'UMA. C'est une bonne nouvelle. Jacques Ramade, vous l'avez rencontré, Boris Eltsine? Je cherche après Elstine, je voudrais voir Elstine, je cherche après Elstine, mais je ne le trouve pas. Chirac a vu Elstine, il avait la combine, Giscard a fait un bide, lui, il est resté là. On avait dit que c'était fini l'oreille en coin ici. C'est toi qui m'as dit de faire ça, il est gonflé. Anne Roumanoff, vous l'avez rencontré, Eltsine? Ben non, parce que moi ça m'intéresse pas de le rencontrer parce que physiquement c'est pas tellement mon genre d'homme. Et vous, Pascal Brunner? Laurent Ruquier, vous posez une très bonne question. Alors, vous êtes en droit d'attendre une réponse. Oui. Alors, d'attendre la réponse. Ils n'ont pas voulu m'emmener, alors je persiste, Eltsine. Ah. Un, en tout cas, qui n'a pas rencontré Boris Eltsine, mais qui cherche lui aussi à obtenir un entretien, c'est Jean-Marie Le Pen. Le Boris Eltsine français, tel que certains journalistes se sont hasardés à le surnommer parfois. Jean-Marie Le Pins, tel que je préfère l'épingler. Jean-Marie Le Pins a annoncé hier sa candidature au régional de mars 92 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, alors écoutez, n'est-ce pas, c'est à Nice, baie des anges, puisque je suis un ange moi-même, que j'ai décidé d'annoncer ma candidature. Il faut dire que j'ai l'aval de Jacques Médecin. Oui, l'aval, ça ne m'étonne pas. Reprenez un peu de Vichy et dites-nous quel est votre programme pour la Côte d'Azur. Eh bien écoutez, Laurent, tel Jeanne d'Arc, je vais bouter l'étranger hors de France, n'est-ce pas? La promenade des Anglais va redevenir la promenade des Français et Dick Rivers va reprendre son patronyme d'Hervé Fénéry.
Ce qui va un peu plus rationnel, n'est-ce pas? Bref, je vais tout changer à Nice. Oui, bien sûr, Le Pen, Nice, les deux noms associés situent à peu près le niveau au-dessous duquel se situera le débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Jean-Pierre Papin contre Jeanne d'Arc, l'OM contre la haine. On comprend l'angoisse de Bernard Tapie qui n'est jamais aussi sympathique que quand il affronte Le Pen. Si l'autre lui expulse tous les étrangers de son club, on n'est pas prêt de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Un drame qui fera peut-être réfléchir. Tapie Le Pen. C'est du pareil au M. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. C'est communiste qu'il faut voter. Le pins du PCF, ça c'est un pins qui est de plus en plus rare et cher, par voie de conséquence. Alors, il n'y a pas à hésiter. Oui, alors vous, monsieur Marché, ce n'est peut-être pas le moment de la ramener, parce que avec les doutes sur votre passé qui ont ressurgi cette semaine... Alors là, je vais me défendre. Parce que la meilleure défense contre l'attaque, c'est... non, c'est la défense. Alors, jamais, je dis bien jamais, j'ai mis les pieds en Allemagne. D'abord, c'est pas beau et il fait très froid là-bas. Je sais bien, le soir, j'étais obligé de mettre une petite laine. Je réponds non. J'ai connu un Anglais qui s'appelait Schmitt là-bas. Alors, moi, comme je suis bilingue, moi, bêtement, je l'appelais Mr. Schmitt. C'est là qu'est née la confusion. Bon, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Oui, ben là, Joigny y croit, lui. C'est déjà ça, hein. En tout cas, merci de votre collaboration. Mais j'aimerais terminer sur la candidature de monsieur Le Pen qui veut remplacer Jacques Médecin à Nice. Le plus sincèrement du monde, on lui souhaite le même parcours. C'est-à-dire finir très bientôt en Uruguay. Même si lui n'y vendrait peut-être pas des t-shirts, mais des chemises noires. Sportif, commentateur, comédien, le fait d'être polyvalent, ça vous intéresse, ça? Il y a de plus en plus de gens qui font beaucoup de choses. Alors on va essayer de savoir pourquoi, déterminer pourquoi, grâce aux scientifiques. Alors Thierry Ray et d'autres risquent fort de s'attarder, de s'attirer. Merde, j'écris comme un... S'attarder, c'est moi. Alors, risque fort de s'attirer des adversaires s'ils se livrent à plusieurs activités. En effet, quand on agit dans quelque direction que ce soit, on a 3 sortes d'ennemis. Ceux qui ne font rien, ceux qui font le contraire, et ceux qui font la même chose. Ceux-là sont les plus redoutables, généralement. Ça fait beaucoup de monde. Mais, comme disait un philosophe allemand, je cite, « Peut-on vivre sans ennemis ?» Ce à quoi un philosophe français, Marcel Bijard, pourrait répondre « Oui, on peut vivre sans ennemis, à condition de les tuer avant. » De grands chercheurs comme Henri Laborie, Hubert Reeves, nous enseignent que le cerveau humain évolue. Oui, on a du mal à le croire quand on regarde TF1. J'ai encore vu un extrait du Club Dorothée ce matin. Si tu piques une mobilette, tu fais 3 mois à Fleury-Mérogis, mais si tu crétinises 10 millions de mômes, on t'engage à Bercy. Albert Einstein disait que nous n'utilisions que 20% de notre cerveau, soit 35% pour le français moyen et 5% pour le lecteur de Télé 7 jours. J'espère qu'il n'y en a pas ici. De toute façon, c'est pas grave, ils comprennent rien, on peut continuer sans... Ils vont être contents encore. Mais le cerveau évolue et nous conduit peu à peu à embrasser plusieurs activités, en plus de notre métier habituel, car nos passions se multiplient. Prenez Laurent Ruquier. Par exemple. Chansonnier, coiffeur pour dames et proxénète. Mais il ne fait pas ça pour l'argent, car il a hérité d'une vieille tante qui fut dans les années 70 un célèbre boxeur. Mais, on déconne là, on est entre nous. Redevenons sérieux. Le cerveau est un carrefour d'où partent désormais plusieurs routes. Et c'est formidable, c'est enthousiasmant. On se demande ce que vient foutre au lycée, face à des gosses de 14 ans, un orientateur professionnel. Quelle horreur! À 14 ans, tu embrasses tout l'univers. Tu sais pas dans quoi tu vas te plonger. Tu veux faire les trucs les plus exaltants. Et voilà, l'orientateur, avec son arsenal de tests, son attaché-caisse, et qui te dit, toi, tu devrais t'orienter vers la boucherie. À 14 ans.
À 14 ans, mais moi, à 14 ans, j'étais premier en instruction religieuse. Ne ricanez pas. C'est vrai. Il y a que dans cette matière que je ne faisais pas chier. Je sais pas pourquoi. Premier en instruction religieuse à 14 ans. Imaginez qu'un orientateur soit venu cette année-là, dans ma classe. Seriez bouché. Aujourd'hui, je serais curé. Et croyez-vous que j'aurais été engagé par un proxénète? À 14 ans, je désirais deux choses, au fond. Devenir poète et déculotter ma voisine. Je ne suis pas devenu poète. Mais par contre... Arrêtez, Patrick. J'avais plus de poils sur la langue que sur les joues. Hein. Ça, c'est le naturel. Ça nous avait manqué. Non, mais j'étais quand même premier en instruction religieuse. Comme quoi les voies de Dieu sont impénétrables, et heureusement. Hein, car je ne mange pas de ce pain-là. Le cerveau évolue. L'homme d'aujourd'hui et de demain a plusieurs cordes à son arc, plusieurs trous à sa flûte, et son cœur embrasse plusieurs êtres. Au point que le couple, replié dans sa maison de banlieue, devient une espèce en voie de disparition, comme les évêques et les bidets. Même qu'on les confond. Alors, vous qui avez 14 ans, qui venez de rentrer à l'école, souffrez que je vous souffle un petit conseil. Quand l'orientateur professionnel entendra vous orienter vers ce qui vous débecte, dites-lui simplement, calmement, poliment, merde. Patrick Font. De même que les militaires devraient faire la guerre en champ clos pour épargner les civils, les automobiles ne devraient plus se déplacer que sur des circuits pour épargner les chats. Les poules, ça passe encore, bon. C'est pas une perte sentimentale quand on écrase une poule, hein. Tandis que les chats, on entend souvent dire « Ah, Miss Tigris s'est fait écraser avant-hier. La maison est vide. Sniff. » Alors qu'on entend très rarement un paysan déclarer « Ah, la semaine dernière, Dorothée est passée sous une Porsche. La ferme est vide. Sniff. » Vous trouvez pas que Dorothée, ça va très bien pour une poule? Moi, si j'avais une poule, je l'appellerais Dorothée. Mais si j'avais une fille qui s'appelait Dorothée, je l'écraserais. Vous me direz, Dorothée, c'est une bonne excuse pour ne pas avoir d'enfant. Tout ça pour dire que j'en suis qu'à la page 2 et que je vais avoir du mal à faire jusqu'à la page 5. Parce que la voiture me fait de plus en plus peur à mesure que je roule. 100 000 km par an, moi. Dont 85 000 derrière les camions. Quand ils roulent. Vous, sur les circuits, vous n'avez pas de camions. Vénard. Mais attendez, ça va venir. Car il y a de plus en plus de camions qui se suivent parfois à la queue leu-leu. Vous allez voir que bientôt, ils vont s'accrocher avec des câbles, ils vont inventer le train. La voiture, jadis, c'était un instrument de plaisir. On rigolait en bagnole les uns sur les autres. Maintenant, regarde la tronche du chauffeur moyen. Tout le monde te fait la gueule au volant. T'as l'impression que tu dois de l'argent à tout le monde. Et souvent, c'est vrai. Je tiens cette réflexion de Patrick Rénal, un comique qui ne doit rien à la classe, mais à son talent. Alors, la vitesse, c'est chouette. C'est chouette sur un circuit. C'est fait pour ça. Et moi, spectateur devant ma télé, je jouis. Oui, je jouis. J'attends qu'un bolide fasse 18 tonneaux. C'est mon côté voyeur, pervers, morbide. Mais moi, je le dis, et je l'écris, car je n'en suis qu'en haut de la page 4. La vitesse me fascine. Bon, nobody is perfecto. Et puis, je dis ce que je pense, n'étant pas un faux cul. Je ne suis pas un faux cul, puisque bien des connaisseuses en ont reconnu l'authenticité. Mais la vitesse s'empare de tout ce qui nous entoure. La presse se commet dans des raccourcis odieux. Regardez la une du Parisien de samedi. L'évasion sanglante, et au bas de la page, Chirac marie sa fille. Conséquence directe, Mitterrand une semaine à l'hôpital. Tout ça sur la même page. Aujourd'hui, en page 6 de France Soir, que vois-je? Eh bien, regardez, en page 6 de France Soir, Claude Chirac a dit oui à son père. Woody Allen est dépassé. On va trop vite.
Cette union incestueuse va engendrer quoi? Des oursins? Et regardez les titres à la une de François d'aujourd'hui. Regardez, de haut en bas, j'invente rien. Claude Chirac a dit oui. Mansell écœuré prend sa retraite. L'OM est Nantes derrière le PSG. Perkins, son combat anti-sida. Bouvard étope le libéralisme à l'envers. C'est de la folie. Et à côté, la photo de Michael Jackson, qui ressemble de plus en plus à Arletty. C'est pas gentil pour Arletty. Ça, Je veux dire Arletty maintenant. On court depuis l'autre bout du monde pour le voir dans son maillot de bain en or qui lui moule la chatte. Et bonsoir. C'était Patrick Font. Vous êtes allé. Nicoletta, rebonjour. Ça va faire drôle de retrouver quelqu'un qui chante en ouvrant la bouche. Quelqu'un qui chante en articulant de manière à ce que l'auditeur comprenne le texte. Parce que depuis quelque temps, le maxillaire inférieur des solistes de la variété reste obstinément collé au maxillaire supérieur, comme si le sujet avait peur de dévoiler le contenu d'un texte qui s'apparente aux premières manifestations vocales de l'Homo erectus. Un texte comme celui-ci, par exemple. Tu disais toi dans les bon, aussi un mon passion. Tu es tu bloc and rock and soul, et moi le ping. Il a fait bien Mylène Farmer, hein. Là, on peut remplacer un mot par un autre, et même un chanteur par une autre. Parce qu'on a l'impression que c'est le même auteur qui fait tous les textes, et que c'est la même matrice qui a chié tous ces cons. Alors, oui, vous pouvez applaudir, ça fait... Oui. Alors on me dit... Alors on me dit oui, mais toi t'en es resté à Georges Brassens, qui comprend rien. C'est de l'art moderne, et c'est vrai. Je ne vibre pas devant l'art moderne. Quand je vois l'opéra Bastille, j'espère toujours qu'il se passera toujours quelque chose le 14 juillet. Que le peuple détruira cet opéra populaire où le prix des places oscille entre 350 et 950 balles. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais on se révolte plus. On se révolte plus, madame. Non, je suis pas vous, je dis comme ça, parce que je vois pas, j'ai les projecteurs dans les yeux. On se révolte plus. Les sans-culottes n'ont plus rien dedans. Ça, c'est pas mauvais, ça. Les sans-culottes n'ont plus rien dedans. Je vais le garder, celui-là. Le cacamou inonde les médias. Nous vivons le temps du cacamou. C'est le cacamou, ouais. On considère la radio comme un marchepied vers la télévision. La télévision comme un marchepied vers le cinéma. Et les cinémas comme un marchepied vers la NPE. Mais ça, ils ne le savent pas encore. On nous fabrique des stars qui durent 2 jours. Et quand on les écoute, le temps nous paraît long. On va faire son disque à Los Angeles, alors que les Rolling Stones enregistrent à Gennevilliers. On a vraiment l'air con. Mais là encore, je suis dépassé, car une chanson, ça ne s'écoute pas, ça se regarde sur un clip. Vous prenez 2 mitrailleuses lourdes, la tronche de Mao Tse-tung, un lavabo fêlé, 3 pétasses qui ont fait un stage de danse à Hiroshima, et on y va. Wabo. Wabo, 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 c'est le wabo, wabo. C'est le wabo. C'est quoi le wabo? C'est le wabo. Fumé, hein, ce matin. Je ne vous dévoilerai pas le nom de l'auteur pour ne pas faire de peine à sa famille qui a pris le maquis dans le Vercors en attendant que ça se tasse. Heureusement, il y a Michael Jackson. Heureusement... Ah non, faites pas tout de suite parce que c'est pas très gentil ce que je vais dire. Non mais heureusement, il y a Michael Jackson, mais là encore se pose un problème que je soumets pour conclure aux élèves de 5e. Sachant que Michael Jackson commence à chanter à 22h et qu'il se remonte les couilles toutes les 3 minutes, à quelle heure va-t-il se faire une pipe sans se baisser?
envoyez vos réponses à France Inter. 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e. Oui, tout ça n'est pas très fin. Et j'ai tort de plaisanter. Non, j'ai tort de plaisanter, c'est vrai, car Michael Jackson se considère comme un messager de Dieu. Vous avez lu le journal du dimanche? Non, Vénard. Il se considère comme un messager de Dieu. Jésus-Christ numéro 2, le retour. Bien, bien, je veux bien. Mais quand il sera sur la croix, comment fera-t-il pour se gratter les couilles? Patrick. Bon. Il connaît lui là. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on va jouer ensemble, Daniel Sylvain. Oui, Si oui. vous voulez bien. Hein. Oui, mon grand. Si vous voulez bien. Tu Je viens vais vous... t'asseoir là, non? Oui, bah, je vais vous donner un petit rôle, là. Ça changera pas. Voilà. Ah, bah, voilà. Alors, il y a 3 interventions à faire. Une en parlant, l'autre en pleurant et l'autre en parlant. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fais signe quand il faut parler. Hein. D'accord? On y va. C'est un piège ou pas? ça? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Si, Non, mon non, vieux, non, si c'est vous pas un restez là, piège. je peux vous foutre des coups si vous êtes près de moi. Oui. Si vous m'embêtez. Non, mais Allez, on y va, c'est absolument, parti. absolument. Non, c'est pas un piège du tout. Non, Allons-y. je me lève parce que j'ai besoin de bouger un peu pour jouer de temps en temps et après je reviens vous jouer de temps en temps. Alors bonjour Daniel Secadi. Alors il faut que je me présente. Je suis auteur et j'ai participé au texte de la danse des canards. Je suis à la SACEM et aux acédiques. Et j'ai fait un stage de macramé il y a 3 ans avec le décorateur de Tournée Manège. Voilà. Alors j'ai écrit un scénario, faudrait que vous jouiez le rôle. Ça serait donc un scénario, ça s'appelle Dernier amour sur la plage. C'est moi, j'ai trouvé le titre. Avec donc il y aurait Daniel Secaldi et une jeune fille, Juliette Quinquin. C'est la dernière star avant la prochaine, bref, très bien, mais c'est pas encore ça. Je dirais, sa diction ressemble un peu à une élève de CM1 qui réciterait la table de 4. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de faire Juliette Quinquin, de faire la jeune fille. Ah bah oui. Un peu, Les conneries commencent. Elle est un peu Oui, con. oui, oui, Elle oui. est, bon, elle est très belle, hein. Et, là, faut mettre c'est érotique. Ce sera une composition. Elle est très belle, mais un peu con, hein. C'est Oui. souvent le cas au cinéma. Hein. Oui. Donc c'est un rôle de composition. C'est pour hein. moi, ça. Oui, c'est pour ça qu'on le Avec fait à une la radio. perruque. Alors, quand je vous fais signe, vous faites, vous jouez comme vous voulez, on verra. Je vous reprends si ça va pas, on recommence. C'est parti. Vous inquiétez pas, c'est parti. Bon, Dernier amour sur la plage. C'est l'histoire d'un cadre supérieur, employé à Eugene Kuhlmann, qui passe un week-end d'été à Pornichet. Vous voyez, c'est pas de la merde déjà. Hein. Le premier soir, il est debout devant la cabine téléphonique où Juliette Quinquin est en train de téléphoner en pleurant. Visiblement, elle est au bout du rouleau. Alors elle quitte la cabine téléphonique, elle va vers l'hôtel et elle boit. Il la rejoint, ils boivent ensemble. On les voit qui boivent dans un verre comme ça, ils boivent. Déjà, on se fait pas chier, ça dure un quart d'heure, ça. Et ensuite, il lui propose d'aller prendre l'air sur la plage. Mais la plage est à 30 minutes. Et pendant 30 minutes, on les voit qui marchent côte à côte. C'est passionnant. Il y a des gros plans, des arrière-plans, des surplans. On voit les pieds, on voit les épaules, on les voit qui marchent. Ça, c'est du cinéma. On se fait pas chier, on peut aller voir un film pendant ce temps-là même. Ils arrivent sur la plage. Ils s'allongent sur la plage. Elle s'allonge sur la plage. Ils s'allongent. Vous voyez l'image, hein? C'est beau. Oui, c'est beau. Il s'allonge auprès d'elle. Il l'embrasse, elle aussi. Ça veut dire qu'il se fout un patin là, comme ça. Il tente de la dévêtir. Attention. Il tente de la dévêtir. Elle se rebiffe. Oh putain, c'est à moi. Non, que c'est bête. Elle se rebiffe et elle dit... Non, Oscar Julien. Il s'appelle Oscar Julien. Ah oui, ça s'appelle Oscar C'est Julien. pas vrai. Mon ami m'a largué, mais vois-tu, pour une fois, je voudrais qu'on m'aime pour ce que je suis vraiment. Et non pas pour ce que j'ai. Même si j'en ai beaucoup. Oui, bah, Dieu que c'est bête. Non, c'est parce qu'elle en a... Mais Julie était un peu con. Ah bah ça va. Oui, je comprends, Charline. Elle s'appelle Charline. C'est bien ça. Je comprends. Alors, le lendemain soir, il se lève, voyant qu'elle se rebiffe, il se lève, et, les mains dans les poches, contemple l'océan. Je ne vous dis pas le geste que fait Patrick Fonte. Il secoue sa monnaie dans sa poche droite. Vous voyez, je dis ça pour les auditeurs. Alors, le lendemain soir, il l'invite à dîner dans son camping-car. C'est poignant, là. Ils dînent ensemble, elle fait la vaisselle. Et quand elle a fait la vaisselle, elle court contre lui, elle se blottit contre lui en pleurant. Alors,
C'est ça. Oui, il faut. Ça suffit, hein, Oui, ils ont compris. pas terrible. Hein. Ah bah, ça va Il bien, va falloir je- revenir au conservatoire. Là. Je vais pas pleurer comme une Alors, gonzesse pendant 3 alors ans. elle pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Voyant qu'elle pleure, il la déshabille d'un seul coup. Là, il arrache les vêtements. Et elle se rebiffe. Encore? Oui, elle se rebiffe. Alors, Passe son temps à se rebiffer. oui, elle passe son temps à se rebiffer. La cave se Oui, rebiffe. et c'est voilà. Alors, comme elle se rebiffe, elle est toute nue. Elle se rebiffe, il descend du camping-car et les mains dans les poches va contempler l'océan. Elle le rejoint et elle s'excuse d'avoir résisté. Et elle dit... Pardonne-moi, Oscar Julien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui. Quelque chose en moi reste bloqué. Ah bah, faut tirer sur le fil. Et alors, le lendemain... Le lendemain, on les retrouve... Alors ça, vraiment, faire jouer à Daniel Secaldi, ce genre de truc. Attendez, taisez-vous, les bateaux. Je touche le fond, là. Ah, comme le temps passe. Oh, c'est amusant, ça. Le lendemain, on les retrouve partis sur un bateau à la pêche au gros. On comprend qu'ils ont fait l'amour car il lit son journal. Alors on se dit, les voilà unis pour les vacances, pense-t-on, penses-tu? Unis pour les vacances, Kékette. Oui, Kékette. Je pèse mes couilles, mes mots, pardon. Car d'un seul coup, il se souvient d'un seul coup, il se rappelle, on suit là-bas, qu'il a une femme, 2 enfants, 3 caniches. Et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans le combi. Alors le lendemain, et c'est là, c'est la scène de fin, la conclusion est bouleversante, parce que on voit le car qui arrive avec la famille du mec, et alors Charline qui part dans sa Porsche et qui dit cette phrase extraordinaire: les hommes, c'est tous les mêmes. Bon, ça vous fait rien. Alors, et dans le car, on voit le gosse, le fils aîné, qui dit à sa mère, qui est en train d'allaiter le petit, qui est à 3 fauteuils plus loin, c'est de dire, c'est là, maman, regarde, c'est une Porsche Turbo. Maman, regarde, putain, c'est une Porsche Turbo. Et la mère dit cette phrase extraordinaire: oui, mais ça ne suffit pas pour être heureux. Et on voit le mot fin s'incruster sur le pantalon d'Oscar Julien, qui tourne le dos à l'océan. Ça, c'est bien. Voilà quelqu'un qui a trouvé un producteur. Il est Audiovisuel, l'année commence avec des idées fortes. J'en vois qui esquissent un embryon de ricanement et qui se disent, est-ce qu'il va nous le dire? Eh bien oui. Mesdames, messieurs, à la seconde où j'ai appris qu'Antenne 2 devenait France 2, instantanément j'ai bandé. Il t'en faut pas Quand beaucoup. j'ai appris qu'FR3 devenait France 3... Oh non, non. Si, mais si. Je me suis levé au garde à vous. J'ai entonné la Marseillaise. J'ai siroté une bouteille de champagne et j'ai pris mon lampadaire en levrette. Depuis le temps que j'en rêvais. France 2, France 3. C'est Je ne malin. sais pas qui a eu cette idée. Je ne sais pas. Mais je pense que l'euthanasie devrait être obligatoire. A2 devient France 2. FR3 devient France 3, comme quoi les idées géniales sont toujours les plus simples. Qui, dans l'équipe de Rien à cirer, aurait pensé à ça? Pourtant, nous ne sommes pas cons dans l'ensemble. Quand on pense que s'il n'y avait pas eu un mec pour oser cette mutation, on aurait continué à regarder Antenne 2 et FR3. Sans savoir qu'il suffisait de 25 millions de francs pour nous faire entrer dans une ère nouvelle. Que dit TV Magazine? Vous ne l'avez pas lu, mais moi je suis obligé de le lire pour vous montrer à quel point vous avez bien fait. TV Magazine, je cite: on ne pourra pas dire qu'Hervé Bourges gaspille l'argent du contribuable français. Ben voyons.
Bah, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours avec 2,5 milliards d'anciens francs? Hein? Moi, j'ai beau chercher, je trouve. On pourrait faire un bon film, mais ça ferait baisser l'audimat. Et si l'audimat baisse, la pub s'en va, et la chaîne meurt, comme la 5. Et alors? Quel mal y a-t-il à voir mourir une chaîne qui n'aurait pas dû naître? C'est fou comme on a oublié la 5, hein? Ouf! À l'exception, bien sûr, de ceux qui avaient fait des dons pour la sauver et qui n'ont toujours pas récupéré leur pognon. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Si c'était tout, ça irait, mais c'est pas tout. La rentrée médiatique s'ouvre sur un scandale dont les retombées sont encore imprévisibles. Laurent Cabrol change de chaîne. Avec sa nuit des héros. Et là, je ne comprends pas pourquoi Antenne 2 ne s'est pas réjoui de voir la nuit des héros foutre le camp sur TF1. N'est-il pas normal qu'une crotte rejoigne le pot de chambre? Il fallait voir Étienne Moujotte tenant Laurent Cabrol par le cou. On aurait dit un con à 2 têtes. La nuit des héros, comme les marches de la gloire, mais qu'importe la piste pourvu qu'on ait le flacon. Qu'est-ce que c'est que ces émissions? Eh ben c'est des... Alors j'invente rien, hein. Des exploits extraordinaires commis par des gens ordinaires. C'est la définition de l'émission. Il y a des gens ordinaires ici dans la salle, là? Non? C'est quoi des gens ordinaires? C'est quoi des gens ordinaires? Moi, si quelqu'un me dit vous êtes ordinaire, je lui fous mon pied ordinaire dans son cul extraordinaire. Je me disais... Laurent Ruquier s'étrangle, mesdames et messieurs, bonjour. Je me disais, il y aura peut-être un changement du côté des informations. Eh ben, kékette! Kékette! Et je pèse mes couilles. Oh! Mes mots. Je pèse mes mots. Et non pas mes couilles. Oh! Ça va si vite! Non, Anne, je pèse mes mots. Vraiment. J'ai dit mes couilles, mais c'est mes mots. Hein. Je suis désolé. Les informations. Laurent Gérard vomit dans son fauteuil. Vous êtes sur France Inter. Merci de le rappeler. Radio qui pèse ses mots et non pas ses couilles. Mais les infos, ça va si vite qu'on mélange tout. Hein, vous avez remarqué à la télé, c'est tout ramassé, c'est tout. Bonsoir. La campagne au chômage des maîtres de grenouilles est née dans l'espace du référendum où la famine provoque 3-2 sur l'indice des prix du pape, dont la prostate est retournée à Clairvaux, où les gardiens inaugurent le 7e festival de la transplantation de Charles Pasqua sur la Bosnie des viticulteurs. Alors toi, tu avales tout ça pendant les repas, tu te lèves de table, tu rotes et tu pètes et tu t'en fous. Vous aurez reconnu Patrick Fonte. Qui met un bonnet vert sur sa tête, je le signale pour les auditeurs. Lorsque reviennent les noisettes, le chasseur emplit son bissac. Un sauciflard dans sa musette, du tabac dans son havre-sac. Tournant le dos à Morissette, au profit d'un fusil tout neuf. Il faut tirer sur la gâchette quand on ne veut plus tirer sa meuf. Ô rage, ô désespoir,
ô faiblesse ennemie, que n'ai-je été viril pour être moi aussi du nombre des Nemrod, Attila, Gengis Khan, qui transforme la Beauce en taillis des savanes. Je les ai vus partir au soleil des matines, un peu comme s'ils allaient reprendre l'Indochine, habillés de treillis pour mieux se camoufler, au cas où les myrtilles voudraient les attaquer. Allons enfants de la grenaille, le jour de gloire est arrivé. J'entends frémir dans les broussailles la nature que vous protégez. Marchez dans l'herbe matutine où le griset vous fait coucou, tandis que la hulotte chouine sous le pipeau du tourlourou. Des questions? Oh, chasseur! Quand ton pied traverse le chemin, je revois Jules César franchissant l'Arétin. Je vois dans un éclair Muhammad le marchand contourner le Néguev pour faire l'intéressant. En ces temps tourmentés sévissait Alyosha. Nahum de Carthagène avait une verrue là. Et reculant d'horreur devant Halicarnasse, la mer se retirait quand c'était marée basse. Vous avancez dans la froidure, nihil obstat sed haribo, en faisant fi des engelures qui vous entaillent le naseau. Car comme disait André Mauroy dans ses entretiens sur la queue, vous avez beau vous geler les noix, vous n'avez jamais froid aux yeux. 10 heures, ils sont partis. Les mâles sont au bois. Il ne reste au village que 800 femmes et moi. Tandis que sous les feuilles, les balles vont siffler, sous les draps des bourgeoises, ma taupe va feuger. Ah, elle revient celle-là. Il y avait longtemps. Ben, elle était en vacances, elle a bronzé, hein. Ce soir, ils se pencheront sur les tableaux de chasse. Il y aura des perdrix, des enfants, des bécasses. Moi, j'aurai 3 culottes. Et ça me prouvera que la chasse est utile à ceux qui ne chassent pas. Le vrai chic parisien, vous vous souvenez de ça? Oh oui, alors. Alors racontez un peu. Ben, le vrai chic parisien. Dans le micro, s'il vous plaît. Le vrai chic parisien, c'était la deuxième troupe de Coluche. Et c'était une troupe tout à fait exceptionnelle. J'ai même produit un des spectacles. Et je peux vous dire encore une fois par rapport au début, puisque vous parlez tout le temps d'argent. Non, pas moi, là, c'est vous maintenant. C'était un spectacle exceptionnel. C'était au Théâtre La Bruyère, c'était en 72-73. Il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un génie sur scène, avec d'autres, qui sont devenus Roland Giraud, qui sont devenus Christian Clavier, qui sont devenus Miu Miu. Personne n'est venu les voir. Personne. Il n'y avait personne. Et il a fallu avoir... Nous, on y était. Et voilà, je vous propose Fonte et Val. Thérèse et Triste. Voilà. Le lendemain de la mort de Coluche, le Figaro a titré, à propos de Coluche et de ceux qui lui ressemblent, « Les pourrisseurs ». À la une du Figaro, un article de Max Clos, « Les pourrisseurs ». Alors on a répondu à ce monsieur. Les tristes cires du Figaro n'ont pas éclaté en sanglots le jour où Coluche est parti. Ils n'ont pas suivi l'enterrement, n'ont pas écrit à sa maman, et c'est à peine s'ils ont écrit quelques formules pour informer de l'accident inespéré qui les a fait bondir de joie.
Et pour les faire un peu plus rire, il s'est dit tiens, je vais mourir. Ah quel succès, ah quel tabac. Quel torrent de haine, ma sœur, ce type était un pourrisseur, vous entendez. C'est ainsi que le Figaro a qualifié le rigolo qui a pas fini de nous faire marrer. Un pourrisseur, c'est étonnant, un pourrisseur, c'est émouvant de trouver ça dans une gazette qui, au chapitre de l'ennui, dans l'art de la dégueulasserie, n'a pas encore trouvé son maître. Organe de la haine raciale, décidément ce beau journal a les glandes bien accrochées. Pour donner des leçons d'humour quand on n'a que Jacques Faisant pour faire sourire finement les banquiers. Pour donner des cours de pudeur en mettant sous l'œil du lecteur des articles si passionnants que les services promotionnels le distribuent dans les hôtels où il est vendu gratuitement. Et puis Coluche était vulgaire, peut-on lire sous la plume amère d'un éditorialiste haineux. Ah, c'est vrai qu'il parlait du sexe, fatalement ça fout des complexes aux eunuques du beau milieu. Quand on voit la gueule à Hersan et à Louis Powell, on comprend que le tu leur fout un malaise. Eux dont la devise un peu crue est: depuis que je ne baise plus, je voudrais que personne ne baise. Quand on dit qu'un journal est con, on le compare à un torchon. Or, un torchon, si je ne me gourre, ça sert à nettoyer la crasse, alors que le Figaro ramasse un peu plus de merde chaque jour. Pardonnez-moi d'être direct, mais face à ce journal infect, j'ai presque envie d'être ordurier, afin qu'il me foute à l'index, vu que sous l'ongle de l'index, il y a le sang des émigrés. Bien sûr, nos couplets revanchards ont un parfum 68 arts, mais chacun sa guerre, c'est la vie. Attardé de mai 68, attardé de 14-18, on a chacun ses nostalgies. Les tristes cires du Figaro, à la mort de Marcel Dassault, ont fait de grands signes de croix. Dassault vendait des bombardiers, Coluche distribuait à bouffer, le Figaro a fait son choix. Patrick Font. En suspens ton vol, disait Lamartine. Quand on entend la plupart des mélopées d'aujourd'hui, on a envie de lui dire autant hé, Coco, accélère, on s'emmerde. On s'emmerde, 4 minutes et demie pour faire des droits d'auteur. C'est pour ça que c'est long, hein. Ça fait du pognon. Le temps, c'est de l'argent. Quand un mec répète 28 fois à une gonzesse fictive, forcément fictive, elle peut pas être là, la vie, c'est pas possible. Quand il lui répète 28 fois, tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Pendant 4 minutes et demie sur une chorégraphie de Parkinson, on est forcément nostalgique de la peine de mort. Et il y en a qui parlent de sauver la chanson française. C'est pas la chanson française qu'il faut sauver, c'est les pauvres gens qui l'écoutent. Vous trouvez normal qu'une caissière de supermarché doive se farcir 8 heures par jour la brise d'anus qui tombe d'une sono pourrie? Les publicités lancinantes qui font gagner des pins aux abrutis dont les enfants se rencontrent à tourner manège pour fonder une nouvelle génération de crétins. Tout ça sur fond de chansons françaises. Si j'étais caissière de supermarché, la première chose que je ferais en sortant du goulag, ça serait d'aller voir mon copain pour lui dire « Pète-moi dans les oreilles que j'entende enfin quelque chose de naturel. » Si, je vous laisse le temps de... Là, hein. Si encore on ne faisait qu'entendre, bon, ça irait. On n'écouterait pas. Hein. Mais la télé nous montre le mec qui chouine
Tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Tu écoutes le mec, tu regardes le mec et tu te dis, à moins d'être un cochon d'Inde, comment peut-on aimer ça? Souvent, il a l'air malade, comme s'il était inspiré par le bacille de Koch. Dans sa façon de bouger, il y a comme un malaise. On dirait qu'il vient d'avaler une souris qui vient de se foutre un suppositoire au gruyère et que la bestiole se balade partout en disant « Merde, où est passé ce putain de fromage ?» C'est un peu exagéré, là, c'est imagé. C'est imagé. Je dis les mecs, mais c'est pareil pour les meufs. Regardez M6. Elles ont des tronches à se repasser 10 fois par jour les cassettes de Santa Barbara. D'ailleurs, Santa Barbara va changer de titre. Ça va s'appeler « Rendez-vous chez le coiffeur ». Qu'est-ce qu'ils sont bien coiffés là-dedans? C'est incroyable, c'est fou. Tout le monde couche avec un sèche-cheveux. Pourvu qu'ils aient pas d'enfants, hein. Alors, pour être plus objectif, j'ai quand même acheté un journal qui relate les états d'âme de la chanson française. Et c'est la première fois de ma vie que je l'achète, c'est aussi la dernière. C'est OK. Voyez-vous? Avec en couverture, naturellement, Vanessa Paradis, qui a changé de look, de mec, elle a bien fait. Et c'est OK. Alors, imaginez la tête de la libraire, chez qui, depuis 15 ans, tous les matins, je vais acheter Le Monde. J'arrive chez... Bonjour madame, elle me tend Le Monde comme tous les matins. Je lui dis non, parce que j'avais que 5 francs dans la poche. Et ça coûte 5 francs cette merde. Alors je dis non, aujourd'hui ça sera pas Le Monde, ça sera ça. Eh ben je me suis fait une amie. Alors j'ai feuilleté, et l'article le plus intéressant, c'est Le Courrier des lecteurs, un extrait avant de terminer. Écoutez bien mesdames, messieurs aussi, c'est écrit en gros titre, « Peut-on se laver les cheveux pendant les règles ?» Eh ben, oui. Eh ben, ça me rassure, je peux me les laver n'importe quand, maintenant. Enfin, voyez-vous, je manque quand même d'objectivité, hein. Quand je dis que tout ça est nul, non, ça va pas. Je devrais dire, je n'aime pas ça. Voilà. Ce serait beaucoup plus objectif que de dire que c'est nul. Je n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est nul. Patrick Font. En suspens ton vol, disait Lamartine. Quand on entend la plupart des mélopées d'aujourd'hui, on a envie de lui dire autant « Hé, Coco, accélère, on s'emmerde. » On s'emmerde. 4 minutes et demie pour faire des droits d'auteur. C'est pour ça que c'est long, hein. Ça fait du pognon. Le temps, c'est de l'argent. Quand un mec répète 28 fois à une gonzesse fictive, forcément fictive, elle peut pas être là, la vie, c'est pas possible. Quand il lui répète 28 fois, tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Pendant 4 minutes et demie sur une chorégraphie de Parkinson, on est forcément nostalgique de la peine de mort. Et il y en a qui parlent de sauver la chanson française. C'est pas la chanson française qu'il faut sauver, c'est les pauvres gens qui l'écoutent. Vous trouvez normal qu'une caissière de supermarché doive se farcir 8 heures par jour la brise d'anus qui tombe d'une sono pourrie? Les publicités lancinantes qui font gagner des pins aux abrutis dont les enfants se rencontrent à tourner manège pour fonder une nouvelle génération de crétins. Tout ça sur fond de chansons françaises. Si j'étais caissière de supermarché, la première chose que je ferais en sortant du goulag, ça serait d'aller voir mon copain pour lui dire « Pète-moi dans les oreilles que j'entende enfin quelque chose de naturel. » Si, je vous laisse le temps de... Là, hein. Si encore on ne faisait qu'entendre, bon, ça irait. On n'écouterait pas. Hein. Mais la télé nous montre le mec qui chouine. Tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Tu écoutes le mec, tu regardes le mec et tu te dis, à moins d'être un cochon d'Inde, comment peut-on aimer ça? Souvent, il a l'air malade, comme s'il était inspiré par le bacille de Koch. Dans sa façon de bouger, il y a comme un malaise. On dirait qu'il vient d'avaler une souris qui vient de se foutre un suppositoire au gruyère et que la bestiole se balade partout en disant « Merde, où est passé ce putain de fromage ?»
C'est un peu exagéré, là, c'est imagé. C'est imagé. Je dis les mecs, mais c'est pareil pour les meufs. Regardez M6. Elles ont des tronches à se repasser 10 fois par jour les cassettes de Santa Barbara. D'ailleurs, Santa Barbara va changer de titre. Ça va s'appeler Rendez-vous chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'ils sont bien coiffés là-dedans? C'est incroyable, c'est fou. Tout le monde couche avec un sèche-cheveux. Pourvu qu'ils aient pas d'enfants, hein. Alors, pour être plus objectif, j'ai quand même acheté un journal qui relate les états d'âme de la chanson française. Et c'est la première fois de ma vie que je l'achète, c'est aussi la dernière. C'est OK. Voyez-vous, avec en couverture, naturellement, Vanessa Paradis, qui a changé de look, de mec, elle a bien fait. Et c'est OK. Alors, imaginez la tête de la libraire, chez qui, depuis 15 ans, tous les matins, je vais acheter Le Monde. J'arrive chez... Bonjour madame, elle me tend Le Monde comme tous les matins. Je lui dis non, parce que j'avais que 5 francs dans la poche. Et ça coûte 5 francs cette merde. Alors je dis non, aujourd'hui ça sera pas Le Monde, ça sera ça. Eh ben je me suis fait une amie. Alors j'ai feuilleté, et l'article le plus intéressant, c'est Le Courrier des lecteurs, un extrait avant de terminer. Écoutez bien mesdames, messieurs aussi, c'est écrit en gros titre, peut-on se laver les cheveux pendant les règles? Eh ben, oui. Eh ben, ça me rassure, je peux me les laver n'importe quand, maintenant. Enfin, voyez-vous, je manque quand même d'objectivité, hein. Quand je dis que tout ça est nul, non, ça va pas. Je devrais dire, je n'aime pas ça. Voilà. Ce serait beaucoup plus objectif que c'est nul. Je n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est nul. Patrick Font. J'ai pas eu ce plaisir. C'était connu un peu au théâtre de 10 heures. On a pu se connaître. On a pu de 10 heures, une fois, vous étiez venu comme ça, il y a longtemps. Il y a longtemps pour moi aussi. Eh ben, ça fait plaisir d'être assis à côté du premier rigolo qui m'a fait rigoler. J'avais alors 15 ans. Je voulais devenir prêtre. Le diable disait non, et Dieu disait peut-être. Lorsqu'apparut un jour à la télévision l'ange qui allait me faire pencher vers le non. Le verbe diabolique, le visage en brise-glace, l'œil qui vous sodomise en vous baisant de face, le geste vif, le rire plein d'incisives, avec un nez capable de traverser la Seine à pied sec, la voix qu'on dit cassée, mais qui vous casse en deux, un humour d'éléphant qui marche sur des œufs, un humour qui fait dire aux précieux imbéciles « Oui, nous avons bien ri, d'accord, mais c'est facile. » Mais qu'ils en fassent autant si c'est facile. Allez, debout les candidats à la facilité, les fines bouches, les culs d'ail, les bouchées du siphon, les virgules qui se prennent pour des points d'exclamation. Ça, c'est pas mauvais. Je le redis, hein. Les virgules qui se prennent pour des points d'exclamation. Merci. Parce qu'on le dit pas bien. Un peu comme Saint Joseph reçut l'ange Gabriel, c'est Robert l'amoureux qui me tomba du ciel. Alors je dis à Dieu, dorénavant, Coco, je ne joindrai les mains que pour plonger dans l'eau. Je ne m'agenouillerai que pour brouter Lucette, une avaleuse de glands que j'ai connue à 7. Et Dieu me répondit, au point où tu en es, c'est foutu pour Saint-Nicolas du Chardonneret. Robert, je peux vous dire qu'à l'école du quartier, l'amoureux a été 100 fois plus prononcé que Clovis, Attila, César et compagnie, qui ne font rire que la mort avec ses dents pourries. De l'école buissonnière, vous étiez le patron. Quand vous faisiez l'appel, ne manquaient que les cons. Les futurs technocrates, crétins du marketing, qui détruisent les théâtres pour en faire des parkings. J'avais la vocation. Contre vents et marées, je deviendrai gugus, fumiste ou député. Bref, un mec qui fait rire en toutes occasions, une espèce d'empêcheur de s'emmerder en rond. La famille me dit « Oui, mais c'est aléatoire !» en levant un index engrossé au Ricard.
Comme si l'aléatoire n'était pas plus bandant que de finir stagiaire en voie de licenciement. On crèvera tous un jour. Faut-il déjà crever dans le triste velours de la sécurité? Mais non, laissez-nous rire. Et quitte à se ruiner, un éclat de rire par jour, c'est toujours ça de gagner.